La possibilité d'une paix, une paix qui pourrait être trouvée, les conditions, les modalités sont en train d'être discutées, mais puisque nous sommes le 6 octobre, puisqu'il est possible, j'allais dire, hélas, de déjà mesurer ce qui s'est déroulé depuis 2 ans, je souhaitais un dialogue avec vous. Jadilal, bonjour, vous êtes écrivain franco-libano-palestinien, vous venez de publier un texte dans un ouvrage collectif sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. 17 écrivains pour la Palestine, c'est aux éditions du Seuil. Vous allez bientôt publier un nouveau roman. Ici commence la terre, c'est aux éditions Elisade. Et puis à côté de vous, Delphine Horviller, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine et rabbine. Première question à tous les deux, mais je vous la pose d'abord, Delphine Horviller. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis le 7 octobre, depuis 2 ans? J'ai du mal à répondre à cette question. En fait, je me rends compte que ces 2 années, me semblent avoir été, très longues et en même temps, j'ai le sentiment, comme, beaucoup de mes proches que je rencontre, que, c'est presque devenu cliché de le dire, que la nuit n'est pas encore tombée, qu'on est toujours à cette même date. J'ai le sentiment, et là, comme rabbine, je le dis, on était il y a 2 ans exactement au moment des fêtes juives. C'est pas anodin. Le jour du 7 octobre, c'était, la fin des fêtes de ce qu'on appelle Sukkot, Simchat Torah, la fête des cabanes. C'est intéressant, c'est la fête où on se rappelle sa vulnérabilité et ô combien on a pensé à notre vulnérabilité il y a 2 ans. Ce soir, dans le calendrier juif, c'est à nouveau Sukkot. On est exactement, à la même date et j'ai l'impression, d'un jour qui n'en finit pas. Le sentiment, que j'ai été prise par un deuil immense, et le souvenir de m'être dit après le 7 octobre, je me souviens en avoir parlé à ma communauté, juste après le 7 octobre, le sentiment qu'on allait tous devenir fous, comme une sorte de prescience, que la folie allait s'emparer de nous tous et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui nous est arrivé. Vous aviez cité un grand rabbin dans le judaïsme, il s'appelle le Rabbi Nachman. Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a une histoire célèbre, une légende de Rabbi Nachman, qui aimait raconter des histoires pour parler de son actualité. Et un jour, il a raconté cette histoire d'un roi qui voit dans un rêve que la récolte est empoisonnée et que tout le royaume va devenir fou. Il demande à son conseiller ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et son conseiller lui dit: «On n'a qu'à nous manger une récolte saine, ce qu'il en reste, les autres seront fous et pas nous.» Et le roi lui dit: «Non, non, non, on ne peut pas abandonner les gens dans cette situation de folie. Voilà ce qu'on va faire, on va manger comme tout le monde de cette récolte. Nous allons devenir fous, mais nous allons placer un signe sur nos visages qui fait que chaque fois qu'on se regardera, je saurai que tu es fou, tu sauras que je suis fou et on se dira qu'un jour, nous retrouverons notre santé mentale.» Et en fait, j'ai raconté cette histoire il y a exactement 2 ans à ma communauté parce que j'avais le sentiment que cette récolte empoisonnée, on était déjà en train de la manger. Mais je pensais pas à ce point-là que tout allait devenir fou autour de nous, que la montée des rages et des haines allait être telle que, en fait, on aurait du mal, en se regardant, en regardant le visage de l'autre, à se souvenir que à se souvenir de cette folie donc qui s'est emparée de nous, mais qu'il pourrait en être autrement. Et moi, c'est mon espoir aujourd'hui. Jadilal, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, vous qui êtes écrivain franco-libano-palestinien, je ne sais pas, depuis le 7 octobre, depuis le 8 octobre? Je vous Mmh. laisse préciser les choses. Je vais raconter un souvenir. Je pense que beaucoup de choses peuvent être, dites par ce moyen-là. C'est probablement, mon côté, voilà, palestinien qui ressort. Je me souviens exactement d'où j'étais le 7 octobre. Je buvais un verre avec, des amis et en fait, on buvait un verre à un endroit où le métro aérien passait et j'ai le souvenir est très précis, d'avoir regardé ce métro partir et de m'être dit, un peu comme, ce que, Delphine Orviller est en train de dire, que, quelque chose allait m'échapper. Alors une folie probablement, oui, sans doute. Et ce qui m'échappait à ce moment-là, c'était la répercussion que le 7 octobre allait avoir sur les Palestiniens. Hem, j'ai senti que je courais un peu après le train, heu, sans succès possible, que
plus autour de moi, et d'ailleurs les amis avec qui je buvais un verre en étaient à dire ça aussi, plus autour de moi les gens, hem, focalisaient sur ce qui se produisait le 7 octobre, à juste titre parce que c'était une catastrophe, plus ça allait voiler aussi, si on n'était pas prudent, la réaction par rapport à ce qui allait venir ensuite, à savoir la vengeance du gouvernement d'Israël sur les Palestiniens. Parce que, et ça c'est peut-être une qualité ou un défaut, mais j'avais la perspective historique en tête. Et je connaissais le rapport entre ce que le gouvernement estimait comme voilà, une attaque et ce qu'il subissait, et les conséquences qui étaient en général disproportionnées. Donc je me disais, habituellement c'est disproportionné, qu'est-ce que ça va être là maintenant? Voilà. Et ce sentiment, dès le départ, m'a plongé dans une forme de solitude. Le récit des bombardements sur Gaza, des privations, de la famine. Mm. Oui, c'est ça, c'est ce qui s'est produit. Il y a un proverbe palestinien qui dit sème avant la tempête. Et c'était précisément ce qui s'est produit dès le départ. C'est-à-dire, pour moi, l'idée qu'il fallait déjà faire germer l'idée que une catastrophe allait venir. Et j'arrivais pas à implanter cette idée-là. Ça a été vraiment la difficulté. Voilà. C'est vrai que je travaille sur le temps long en tant qu'écrivain. Et ça a été compliqué de concilier vraiment le présent urgent avec vraiment comment traiter cette question sur le long terme. Delphine Orviller. Oui, c'est intéressant parce que la catastrophe allait venir, mais la catastrophe était déjà là, évidemment, pour beaucoup de gens. Du côté de beaucoup de personnes juives autour de moi, il y a eu un sentiment étrange le 7 octobre, c'est que non seulement cet événement ne déclenchait pas nécessairement l'empathie à laquelle on s'attendait, mais surtout il y a eu le sentiment dans les jours suivants, avec stupéfaction, qu'il y avait chez certaines personnes presque une jouissance, je n'ai pas d'autre mot, à cette douleur israélienne. Tout à coup, au lieu d'avoir une réaction d'empathie, on a eu l'impression qu'il y avait des joies terribles, et tout à coup des discours de morale ou de vertu, comme si finalement on pouvait comprendre ou presque se réjouir de ce qui venait de se passer. Et en fait, tout doucement est montée cette petite musique qui est devenue une symphonie, un orchestre symphonique aujourd'hui, de chacun dans sa douleur, et être persuadé que l'autre ne comprend rien de ce qui nous arrive, et de notre deuil. Et cette montée, évidemment, des compétitions victimaires était là, et l'incapacité de voir la douleur de l'autre qui n'est allée que croissante. Moi, je vois aujourd'hui... je suis surprise qu'on continue aujourd'hui à manifester chacun avec son drapeau. Voilà, tellement de manifestations où il n'y a que un drapeau qui ne fait que dire regarde comme moi j'ai eu mal. Et c'est terrible. J'étais persuadée que ça ne durerait pas, qu'à un moment donné, allait se réinstaller quand même la conscience d'une empathie qui ne serait pas unidirectionnelle. Et j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Que disent les textes à ce sujet? Et Delphine Orviller, je veux dire les textes religieux, puisque vous êtes rabbine, qu'est-ce qu'il est possible justement de tirer de cette morale-là? Je me méfie toujours de cette question de ce que disent les textes, parce qu'en réalité, dans les textes, on peut trouver tout et son contraire. C'est-à-dire que si vous me demandez de démontrer maintenant à coups de versets que le texte prône l'amour du prochain, je peux le faire très facilement, et je peux vous démontrer aussi très facilement à coups de versets pourquoi il invite à toujours se méfier de l'autre. Je peux vous démontrer facilement pourquoi nos textes chérissent l'installation, et de la même manière, je peux vous expliquer pourquoi ils nous disent de nous méfier de toute installation, et au contraire de chérir une sorte de philosophie morale de l'exil. Donc en fait, il faut se méfier de ça. En fait, vous voyez, c'est intéressant que vous parliez des textes. Moi, il y a quelques mois, j'ai publié un texte de réaction à ce qui se passait au Proche-Orient, où j'ai utilisé un verset ô combien célèbre de la Bible qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », où justement j'essayais de démontrer que l'amour du prochain dans nos textes est toujours précédé d'un verset. Le verset qui vient juste avant dans la Bible dit « Tu sauras adresser des reproches à ton prochain. Et alors tu l'aimeras comme toi-même ». Et en fait, il y a un énorme malentendu. Souvent, les gens pensent que l'amour du prochain dans la Bible, il est inconditionnel. Et c'est exactement l'inverse. L'amour du prochain est conditionnel. Il dépend de la capacité à tendre au nôtre, au sien,
un miroir, c'est-à-dire une capacité autocritique, être capable de se regarder dans le miroir ou de tendre un miroir à celui qui est à nos côtés, à notre prochain, pour pouvoir avancer vers un véritable amour. Donc vous voyez, les textes, ils peuvent dire une chose et parfois exactement l'inverse. Jadilal, vous êtes écrivain, vous avez participé à notamment un ouvrage collectif sur cette terre, il y a ce qui mérite vie, avec peut-être un sentiment qu'ont eu certains Palestiniens, qu'ils ont peut-être toujours aussi, sur le fait que les morts palestiniens ont été invisibilisés par rapport aux morts juifs, qu'il y avait des statistiques d'un côté et des noms de l'autre. Oui, absolument. Moi, je trouve que c'est effectivement une question qui, depuis le 7 octobre, mais même avant, hein, c'est pour ça que pour moi, c'est une date, mais c'est aussi un contexte historique qu'il faut évoquer, celui de l'occupation, de la colonisation, qui a tendance à invisibiliser effectivement le destin des Palestiniens. Et c'est là où je pense que nous, on a vraiment un rôle aussi de réhabilitation, précisément de la vie, du récit de vie, en fait, pour être plus précis, à travers l'écriture et puis la parole en fait humaine. Moi, j'entends souvent cette phrase qui me semble complètement aberrante quand on me dit il faudrait déjà que les Palestiniens rendent des otages. Les Palestiniens n'ont pas les otages. Certains membres du Hamas sont les otages, mais les Palestiniens eux-mêmes, ceux qui meurent par dizaines de milliers, n'ont pas les otages. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi redire dans cette polarisation de la question, dans la mesure où effectivement, il faut redonner précisément comme ce qui a été dit, c'est-à-dire il faut redonner peut-être une place à l'humain, en disant que au-delà des chiffres, au-delà des camps du Hamas et du gouvernement d'Israël, des gens ne sont pas politisés, ne prennent pas position et ont le simple malheur d'être nés à un endroit. Voilà. Et c'est là où pour moi il y a quelque chose à redire d'une humanité partagée en fait. Avec le sentiment qu'effectivement, Delphine Orviller. les populations sont prises en otage de part et d'autre par Bien des sûr. politiques. La conscience, ce qu'on dit depuis très longtemps, voilà, qu'il y a des intérêts, parfois des extrêmes, même parfois, presque toujours des extrêmes à, à se tenir la main pour nous entraîner un peu plus loin encore dans le chaos. Mais effectivement, être capable de donner des noms, de raconter des histoires, de montrer des visages, c'est la responsabilité de chacun de le faire. Moi, je vois comment, semaine après semaine, depuis longtemps maintenant, à Tel Aviv, dans les manifestations, il y a des gens qui se tiennent avec des visages d'otages, mais aussi des visages d'enfants palestiniens qui racontent des histoires. Je pense à tous ces gens qui, depuis bien avant même le 7 octobre, font tout pour que ces histoires soient racontées. Je pense au cercle des familles endeuillées israélo-palestiniennes qui se réunissent, et qui s'écoutent et qui parlent de l'histoire de l'autre. Vous savez, c'est étrange, je vous parle et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, on dit des banalités et que aux oreilles de certains, c'est devenu courageux aujourd'hui de faire ça. Vous voyez, il y a quelques jours, même dans ma synagogue, comme dans le monde entier, c'était Yom Kippour. On a célébré ce grand jour solennel qu'on appelle parfois le jour du grand pardon, le jour de l'introspection. Et moi, j'ai décidé cette année dans ma synagogue d'inviter une Israélienne et une Arabe israélienne, donc une Palestinienne d'Israël, à venir énoncer une prière des mères pour la paix. Et ça, pour moi, c'est une démonstration parfaite. Ça me semble évident qu'il n'y avait rien d'autre à faire ce jour-là que de faire résonner l'hébreu et l'arabe comme une tresse liée d'une prière des mères qui s'élève en ce jour sacré pour les Juifs. Je sais qu'il y a des gens, y compris sans doute au sein de ma communauté, qui ont trouvé ça soit culotté, soit même scandaleux. Et je vous avoue, dans ma grande naïveté, que je ne comprends pas, pardon, mais je ne comprends pas qu'on en soit là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire aujourd'hui ? Jadilal. C'est présenté comme une naïveté, mais il n'y a rien de plus difficile. Hein. Être dans la nuance, être dans le récit de vie, c'est quelque chose qui qui a pour conséquence un nombre de critiques invraisemblables. C'est la position difficile pour moi. Pour moi, il n'y a rien de plus... pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, le nombre d'injonctions que j'ai pu avoir à penser, à avoir un narratif qui présupposait un clivage, qui présupposait de choisir son camp,
qui présupposait aussi un court-termisme. Ça, c'est très intéressant, hein. C'est-à-dire dater une réaction politique à un moment clé aussi, ne pas voir le récit de vie. Je trouve qu'elles ont été tellement nombreuses que, en fait, ce qui est compliqué, c'est justement d'arriver à redire, mais moi, en tant qu'artiste, ma pratique n'est pas là, mon apport n'est même pas là. Et je crois qu'au-delà d'une position individuelle, il y a un vrai devoir moral et civique de raconter ce conflit autrement, parce que ce qui se produit aussi de la part des personnes qui l'entendent, c'est, je le constate en tout cas tous les jours, une usure. Il y a une vraie usure à entendre parler tous les jours de chiffres, de morts, mais par les chiffres. On en vient même, pire, à s'habituer, à normaliser, en fait, que tous les jours, il y a voilà, un nouveau chiffre qui apparaît. Et c'est pour ça que réinscrire ça dans le récit de vie, c'est non seulement un devoir moral, mais c'est aussi une efficacité, parce que ça permet l'empathie beaucoup plus que de... On n'entre pas en empathie avec les chiffres, en fait, oui, je pense. On va continuer d'évoquer la possibilité d'un dialogue et d'une paix avec vous, Jady Lal. Je rappelle que vous avez participé à un ouvrage collectif sur cette terre, Il y a ce qui mérite vie, 17 écrivains pour la Palestine, c'est aux éditions du Seuil. Delphine Horviller, vous êtes rabbin et écrivaine. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes. Il est 8h sur France Culture. La possibilité d'un dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Nous sommes en compagnie de la rabbine et écrivaine Delphine Horviller. Comment ça va passer? L'un de vos livres, publié désormais en édition de poche. Jady Lal, écrivain franco-libano-palestinien. Vous venez de publier un texte dans un ouvrage collectif sur cette terre. Il y a ce qui mérite vie aux éditions du Seuil. Je ne vais pas vous faire réagir à la formation d'un nouveau gouvernement, mais en revanche, je vais vous faire réagir à la politique au sens large, parce que durant ces 2 ans, on a la sensation que les politiques respectives israéliennes et également palestiniennes se sont radicalisées. Comment avez-vous vécu justement cette période, Jady Lal? Euh, C'est très compliqué parce que c'est une question à laquelle je pense pas beaucoup, parce que j'ai justement une pratique qui m'oblige et qui... oui, non, en même temps, c'est pas une obligation, mais qui me donne plus envie d'aborder les trajectoires individuelles, les récits de vie. Je pense que le problème aujourd'hui, en tout cas du côté palestinien, c'est l'absence totale d'autodétermination. C'est très difficile, en fait, de savoir qui peut représenter les Palestiniens. Parce que, alors déjà, les conditions actuelles ne le permettent pas beaucoup, hein. Tant que le cessez-le-feu n'est pas établi, c'est très difficile de pouvoir prendre parti sans risquer sa vie, et surtout de représenter. Et indépendamment donc de ce fait qui, on peut l'espérer, est amené à disparaître si la paix revient, est-ce qu'il y a justement une possibilité d'avoir un pouvoir palestinien qui serait reconnu par les Palestiniens, qui ne serait pas le Hamas, qui ne serait pas non plus le Fatah, qui est peut-être aujourd'hui un peu fatigué? Je pense que oui, effectivement, il faudra de toute manière qu'il y ait ça. C'est pour que les Palestiniens soient représentés, il faudra impérativement que cette question se pose. Pour l'instant, encore une fois, l'idée est vraiment de survivre et de faire cesser les morts qui s'empilent, absolument. Delphine Horviller, vous faites partie des voix juives, je dis bien juives et non pas israéliennes, mais la manière dont la diaspora a été également ébranlée par le 7 octobre, je parle de la diaspora juive, témoigne des difficultés également, non seulement de se représenter une identité juive aujourd'hui, mais aussi d'être une voix modérée. Vous avez été une voix modérée et vous avez été attaqué de part et d'autre. C'est ça qui m'a le plus frappé. Oui, j'ai vécu cette expérience, étrange d'être attaquée de façon, bilatérale, de façon même Mhm. très violente parfois. Ça a été particulièrement vrai après la publication d'un texte au mois de mai dernier où Quel texte? j'ai publié un texte dans la revue, Ténois, sur la situation à Gaza, en expliquant que je me devais de parler. Je revenais à l'époque d'Israël où j'avais passé beaucoup de temps avec les familles d'otages qui, me demandaient de me faire le relais, comme beaucoup de gens qu'elles rencontraient, de leurs inquiétudes
inquiétudes et notamment de leur critique du gouvernement actuel et de sa politique et de sa guerre sans fin. Et j'ai pris la parole à ce moment-là et j'ai été très attaquée par une partie de l'extrême gauche, de la gauche, et aussi à l'intérieur du monde juif, par des gens qui m'ont accusée, et ça c'est une accusation qui a été très commune ces derniers temps, de trahir quelque chose, de ne plus être dans la loyauté à mon groupe. Qu'est-ce qu'on entend par là en général? Eh ben, on entend être absolument fidèle à un campisme absolu, ce que Jade disait tout à l'heure. En fait, on attend souvent de chacun d'entre nous d'être dans une défense sans modération de ce qu'on suppose être notre camp, et toute position de modération est perçue comme une traîtrise. Dans ces moments-là, je pense souvent à Amos Oz, qui était un très célèbre écrivain israélien, grand partisan du camp de la paix, qui a souvent dans sa vie été accusé d'être un traître, et qui disait souvent que quand on vous traite de traître dans votre propre famille, bien souvent vous êtes en très bonne compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, voilà, on ne fait avancer l'histoire que quand on est capable de faire un petit pas de côté, de se repositionner. Mais c'est vrai que les débats internes ont été assez féroces. C'est le propre des temps de crise, je pense. Euh, mais dans le monde juif, on s'était toujours enorgueilli d'être capable de dialoguer, d'être capable d'être dans un dialogue fertile. C'est même presque un fondement religieux, un pilier de la philosophie juive, que de pouvoir débattre dans le désaccord et ne pas chercher le consensus. Par moments, ça devient très difficile, comme il devient très difficile de porter une voix de, de modération. Et j'ai l'impression même parfois que c'est de pire en pire. Je le comprends d'une certaine manière, parce que chacun se vit comme une citadelle assiégée. Les Juifs en France et dans le monde, la diaspora juive doit faire face à une explosion exponentielle de l'antisémitisme, des vagues de haine même presque indicibles. J'en ai moi-même été souvent témoin et victime. Vous voyez, par exemple, ces dernières semaines, à chaque fois que j'ai pu parler de ce que vivait ma communauté, de la manifestation de l'antisémitisme au quotidien, très souvent je recevais des commentaires sur les réseaux sociaux, ou même parfois directement, de gens qui me disaient oui, mais ce que vous vivez, c'est rien par rapport aux Palestiniens. Vous voyez, cette espèce d'argument complètement absurde que malheureusement on entend aujourd'hui, cette idée que des Juifs, où qu'ils se trouvent, sans être même liés à Israël ou en aucune manière ou à son gouvernement, devraient payer, ou Israël légitime ou compréhensible qu'on s'en prenne à des Juifs pour une politique qui est menée à des milliers de kilomètres de là. Et tout ça crée une situation où chacun se replie comme dans une citadelle assiégée, ne fait plus confiance à personne à part aux siens, et où effectivement on accuse quiconque est en dialogue avec l'autre ou cherche à se mettre un peu à la place de l'autre, de haute trahison. Jadilal, même chose pour les Palestiniens. Je ne sais pas encore, je ne sais pas si vous avez encore votre mère. Je crois qu'elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens à Baalbek, au Liban. Lorsque vous discutez avec d'autres Palestiniens, J'ai été assez surpris. Alors moi, je suis assez, j'ai été vraiment, vraiment, très, très satisfait de la façon dont la question palestinienne a été abordée dans vraiment toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis 2 ans. Et c'est vrai que j'avais peur que, à chaque fois, même dans une manifestation, ou que c'est arrivé, mais j'ai pas été témoin de ça, que quelqu'un, fasse l'amalgame entre juifs et israéliens, et en certaines positions israéliennes aussi. Je trouve qu'effectivement, ce qui moi me chagrine beaucoup, c'est que de l'extérieur, hein, je peux pas parler au nom des juifs, mais de mes amis en tout cas me disent que, en fait, ce que fait le gouvernement d'Israël dessert en fait en grande partie la cause juive. Je compatis envers ça. De mon côté, c'est vrai que j'ai eu que de la solidarité envers les Palestiniens. Voilà. Que ce soit dans le cadre même de rencontres très militantes, très connotées à l'extrême gauche, où il n'y a jamais eu un mot envers les Juifs. Ça a toujours été, au contraire, un soutien voilà, pur et dur envers la catastrophe humanitaire seulement. Euh, Même, alors, palestinienne, bien sûr, historiquement, mais humaine, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait se passer ailleurs aussi. Et c'est simplement voilà, une situation où 90% des personnes
c'est les chiffres donnés par les autorités israéliennes notamment, enfin donnés, laissés. 90% des morts sont des civils, il faut le dire aussi, hein. Donc c'est une cause qui est humaine, en fait, qui n'est pas politique. Delphine Pour moi, Orviller. les dérapages ont lieu, voilà, quand tout à coup la défense de la cause palestinienne, ô combien légitime et compréhensible, se traduit par une négation du droit d'Israël à l'exister, ce qu'on entend Oui. encore malheureusement si souvent parmi les défenseurs de la cause palestinienne. Voilà, encore une fois, la paix ne viendra jamais par la négation de l'autre, à être par l'effacement de l'autre. Et encore très souvent, malheureusement, on entend ce discours tenu, cette idée que voilà, l'autre ne devrait plus être, tout simplement. Et je pense que c'est là où on a un rôle particulier dans ce qu'on peut incarner, dans notre dialogue, dans la nécessité aussi de se mettre à la place de l'autre. En fait, moi, c'est quelque chose que j'essaie de travailler de bien des manières depuis des mois et des mois. Par exemple, je me suis retrouvée dans des dialogues. J'ai le souvenir, l'année dernière, j'avais proposé cet exercice à mon ami Kamel Daoud. Finalement, on n'est pas allé au bout de l'exercice, mais je lui avais proposé dans une rencontre qu'on avait fait face à des étudiants à Sciences Po qu'on fasse un exercice tout simple qu'on pourrait mener à une autre occasion, qui consisterait à ce que chacun d'entre nous défende le narratif de l'autre. Moi, c'est quelque chose que je trouve, un exercice que je trouve essentiel, extrêmement sain, de se dire on va faire s'asseoir ensemble des Juifs, des Arabes, des Israéliens, des Palestiniens, et simplement un instant leur demander de défendre en toute bonne foi le narratif légitime de l'autre, parce qu'il y a un narratif légitime et juste de chaque côté. Et c'est ce que beaucoup de gens ne veulent plus entendre aujourd'hui. Et la possibilité un instant de se décentrer, de vivre une vraie expérience empathique, se mettre un instant dans le narratif de l'autre, dans son traumatisme aussi, dans la mesure du possible, même si c'est jamais complètement possible, de laisser les fantômes de l'autre, parce que dans le conflit israélo-palestinien, il y a des milliers de fantômes qui nous hantent, c'est-à-dire même à l'instant là où on parle, je sais et je sens que les fantômes de nos histoires respectives sont dans la pièce, les fantômes de nos héritages, les fantômes des exils de nos familles, nous, en fait, sont en permanence en train de nous ventriloquer, de parler à travers nous. Et c'est un exercice intéressant de demander aux gens, un instant, de parler pour l'autre. Oui, Jadilal. je suis tout à fait d'accord, à la condition que l'autre soit un individu et pas un camp politique. C'est là où vraiment je trouve qu'effectivement, moi j'ai fait une thèse sur l'empathie, donc c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est important, nécessaire et en même temps très complexe. Parce qu'on peut que imaginer d'une certaine façon. On peut pas être à la place de l'autre, on peut que imaginer, ce qui est un exercice intellectuel important, de justice. Je pense que je suis totalement d'accord. Ça a un sens très très important et très précieux à la condition que l'autre soit l'individu avec son récit de vie et que l'autre ne soit pas la parole politique. Pourquoi je dis ça La parole campée, disons. Ou idéologique. Idéologique plutôt, oui, voilà, effectivement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, cette idée de relativisme est très très importante sur un plan culturel, mais sur un plan politique, elle est conditionnée à des rapports de force. Et donc, en fait, à partir du moment où une voix palestinienne est trop peu entendue par rapport à une voix israélienne en termes institutionnels, hein, je veux dire, israélienne étant vraiment, encore une fois, idéologique au sens fort, trop fort d'ailleurs, en fait, il peut y avoir un déséquilibre aussi. Il faut que le paysage politique, disons, répartisse autant les besoins palestiniens dans un sens large que les besoins israéliens. Par contre, dans le récit de vie, dans l'expérience individuelle, c'est vraiment très très précieux, je trouve. Ouais. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup. Hein. Delphine Orviller, la reconnaissance de la Palestine, alors sans entrer dans les détails juridiques, justement, à quoi correspond-elle pour vous? Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours milité pour que la Palestine existe et voit le jour, et que, évidemment, il me paraît évident, et c'est même pour moi à l'origine du projet sioniste et un enjeu vital pour Israël qu'un État palestinien voit le jour. Effectivement, tous les débats aujourd'hui de savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que les bonnes conditions ont été posées, sont des débats dans lesquels moi je n'entre pas. Je pense qu'il y a quelque chose que l'avenir nous dira aujourd'hui, dans un moment d'espoir extrêmement puissant,
D'ailleurs, c'est intéressant, j'entendais tout de suite les débats sur, la formation du gouvernement. Vous avez dit de pas y réagir, mais je me disais il y a un instant, en entendant tous ces débats nationaux sur la formation du gouvernement, que c'est fou à quel point, depuis, voilà, quelques jours, je suis d'une certaine manière déconnectée de ça parce que je suis, et c'est sans doute le cas de Jade aussi, obnubilée par ce qui se passe, au Proche-Orient. J'ai l'impression de me réveiller le matin et d'allumer la radio, d'appeler mes amis israéliens, palestiniens, d'être connectée en permanence aux médias, au Proche-Orient. J'ai l'impression que, une partie de moi, une partie de mon âme est comme confisquée. Actuellement, je suis complètement centrée sur ce qui pourrait être cet espoir de penser que, voilà, peut-être dans quelques jours, enfin, on pourrait sortir, en tout cas partiellement, de ce cauchemar et de cette nuit obscure, rend tout le reste un peu secondaire. Et à vrai dire, j'en suis un peu désolée. Mais je crois que, voilà, on a tous intérêt à rêver, à formuler ensemble ce rêve de ces deux États côte à côte, même si je sais plein de gens avec beaucoup d'énergie aujourd'hui, essaient de nous convaincre que c'est un rêve dépassé, que ça n'a plus de sens, que c'est une espèce de niaiserie qui nous renvoie aux années 90. Ok, moi, parmi mes fantômes que j'évoquais il y a un instant, il y a le fantôme de 1995. Il y a le fait qu'il y a exactement 30 ans, et on va le commémorer dans quelques semaines, Yitzhak Rabin a été assassiné. Moi, je vivais à cette époque en Israël. Je crois que je suis modelée d'une façon viscérale par ces années, par Oslo, par l'assassinat d'Yitzhak Rabin, par les attentats terroristes du Hamas dans les années 90 et par cet espoir qui s'est évanoui et qui pourrait renaître. On va écouter justement la voix de Rabin. C'était son discours à Washington lors de la signature de l'accord de l'OLP sur l'autonomie de Gaza et de Jéricho. We say to you today, in a loud and a clear Aujourd'hui, d'une voix claire et forte, nous vous disons blood, assez de sang, assez de larmes, assez. we have no desire Nous ne voulons pas de revanche. we have Nous ne nourrissons aucune haine à votre égard. towards you, Comme vous, like you, nous aimons ceux qui veulent construire une maison, to build a home. ceux qui veulent planter un arbre, ceux qui veulent aimer, ceux qui veulent vivre l'un à côté de l'autre dans la dignité comme des êtres humains, des hommes libres. As human beings, Aujourd'hui, il faut donner une chance à la paix. we are today giving peace a chance. Delphine Horviller, un mot? Cette voix me fait toujours trembler. Je suis renvoyée, oui, voilà, toujours à ce 4 novembre 95 et ces mots, presque en écho à ceux-là qui résonnaient sur la place, ce moment où Rabin disait « J'ai été un soldat toute ma vie et je sais ce que ça veut dire de se battre ». Et je crois aujourd'hui que c'est possible. L'histoire a donné incroyablement tort à ce discours pour ce temps de Rabin. Parfois, je l'ai dit souvent, et c'est tout le paradoxe du Proche-Orient, j'ai le sentiment que c'est quand on était tout près, on avait le sentiment d'être tout près de la paix, qu'on en était très loin. Et parfois, paradoxalement, ça me donne de l'espoir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est à des années-lumière d'une résolution. Et voilà, la réalité est peut-être précisément autre. Peut-être qu'il y a la possibilité d'inventer autre chose. Peut-être que la solution, même je suis sûre que la solution n'est pas que entre les mains des diplomates et des militaires. Je crois qu'on a un point commun, Jade et moi, c'est qu'on écrit. Et parfois, j'ai l'impression qu'à travers le langage, les mots, un élément d'imaginaire, on peut avoir un impact politique très puissant. Jadilal. Je suis d'accord avec cette idée, notamment parce que ce qui se joue aussi maintenant, alors il faut distinguer deux temps, hein. L'idéal, là, je parle notamment du plan de Trump, que je nommerai pas un plan de paix, parce que ça n'est pas exactement ça quand même. Mais je pense qu'il y a deux temps. Je pense qu'il y a le temps immédiat où les hostilités doivent cesser, peu importe le moyen, peu importe qui le propose. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Et je pense que sur le temps long, il va falloir qu'on se pose ces questions-là. Parce que l'idée, quand même, ici, là, dans ce plan-là, est davantage, me semble-t-il, de construire que de reconstruire, déjà. Ça, il faut bien le dire, hein. Il ne faut pas que cette Gaza et la Palestine échappent, en fait, aux Palestiniens. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit résolu de l'extérieur. Je pense aussi que il va falloir reconstruire les Palestiniens aussi.
Et ça, c'est une question qui va se jouer sur le temps long. Notamment, c'est ce que j'essaie d'écrire ce que j'écris dans mon texte actuel, Ici commence la Terre, qui va paraître l'année prochaine chez Elisade. C'est l'idée que, en fait, il ne sert à rien ça n'est pas assez d'avoir une reconstruction si la Terre elle-même n'est plus là. Et il y a quelque chose de très spécifique dans l'exil palestinien, je pense, qui est le rapport à la terre. C'est ce que j'essaie de travailler dans mon roman. C'est l'idée que l'attachement, il n'est pas seulement à un lieu, à un territoire, il est aussi à une terre. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas conserver aujourd'hui sans y penser dès maintenant. Voilà. À savoir vraiment les oliviers, les figues, le goût et les parfums qui peuvent émaner de la terre. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'on peut aborder dans nos histoires, je pense. Je voudrais juste terminer avec un point, simplement pour dire que c'était déjà le cas de ma grand-mère. Voilà. Elle est partie en 48, ma grand-mère, et malgré ça, malgré 30 ans au Liban, malgré une vie en France, elle est restée attachée à ces éléments-là. Donc il ne faut pas les sous-estimer pour demain. Je voulais vous faire entendre la voix d'Arafat à l'ONU. Alors pourquoi ne pourrais-je pas rêver? La révolution ne consiste-t-elle pas à traduire dans les faits les rêves et les espoirs? Alors agissons ensemble pour que mon rêve devienne réalité, pour que je puisse revenir d'exil avec mon peuple, pour vivre là-bas en Palestine, avec ce combattant de la liberté juif et ses camarades, avec ce prêtre et ses frères dans un unique État démocratique où chrétiens, juifs et musulmans vivraient dans la justice, l'égalité et la fraternité. Un commentaire, Jad Hilal. Oui, c'est effectivement un propos très nécessaire, je pense, aujourd'hui. C'est un propos très humain. Enfin, il faut quand même le dire, hein, c'est le point commun, je pense, entre les deux positions, Rabin et Arafat, c'est l'idée aussi qu'il y a quelque chose de très... Ça n'est pas la politique, ce n'est pas le registre, le lexique politique qu'on entend aujourd'hui. Bon, voilà, ça n'est pas des investissements. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a un impératif moral immense à rappeler cette dialectique-là. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit quand même, dans le plan tel qu'il est proposé aujourd'hui, de parler d'investissement alors que les gens n'ont pas encore fini de compter leurs morts. C'est une immoralité à couper le souffle. Et c'est à nous, je pense, et à tout le monde, en fait, de redonner de l'humain, effectivement, dans l'avenir palestinien et de l'avenir israélien. Un mot de conclusion, Delphine Orviller. D'abord, je ne peux qu'être d'accord avec le fait que recentrer sur l'humain, moi, plus que jamais aujourd'hui, je lis de la poésie. Je lis Mahmoud Darwish, Yehuda Amichai et beaucoup d'autres parce que eux avaient un talent particulier justement pour nous aider à recentrer sur l'humain. Et puis peut-être je conclus comme j'ai commencé. Ce soir, les Juifs entrent dans une fête qui est la fête de Sukkot, qui correspond cette année exactement à la date du 7 octobre. Et à Sukkot, on habite dans des cabanes et on se souvient pendant une semaine que la sécurité dans nos vies, elle vient pas des murs et des parois épaisses, mais précisément d'un certain art de l'hospitalité, une capacité à garder des portes ouvertes pour accueillir l'autre, sans toujours être d'accord avec lui, mais au moins pour garder vivante une conversation. La conclusion, Jad Hilal. De même, je dirais que le lien doit continuer et que c'est à nous, mais aussi à tout le monde. Hein. Tout le monde peut parler de cette question-là autrement. Des artistes, des intellectuels, des metteurs en scène, des réalisateurs, des écrivains. À nous de raconter des vies et ne pas prendre toujours position pour des camps. Parce que c'est que là, effectivement, que l'échange est possible. Merci beaucoup, Jad Hilal. Je rappelle donc l'ouvrage collectif auquel vous avez participé. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. 17 écrivains pour la Palestine. C'est aux éditions du Seuil. Votre nouveau roman s'intitulera « Ici commence la terre » aux éditions Elisade. Delphine Orviller, Comment ça va pas ? Et votre livre publié aux éditions du Livre de Poche dans quelques